Bonjour, Nathalie, auxiliaire de vie, le journal de Nat. Aujourd'hui, je suis au Florida, accompagnée de Isabelle Dargent, qui est tétraplégique. Comment on dit exactement? Tétraplégie incomplète. Voilà, tétraplégique incomplète, qui a sorti un livre qui s'appelle « Ne laissez jamais personne vous dire que c'est impossible ». Alors moi, j'ai trouvé ça super. J'ai vu un article dans Actu Toulouse. J'ai eu envie de la rencontrer. Le premier coup de fil, le premier SMS, elle m'a répondu, c'était positif tout de suite. Alors elle va nous raconter un petit peu son histoire. Alors raconte-nous comment tu es devenue tétraplégique, Isabelle. Alors en 2005, en fait, en allant au travail, j'avais 24 ans et j'ai eu un accident de la route, en fait, toute seule. Et j'ai fait plusieurs tonneaux et du coup, je me suis retrouvée tétraplégique. Au début, tétraplégique complète. Et donc on m'a dit que je ne remarcherais pas, que je ne respirerais peut-être pas toute seule. Et au bout de quelques mois, je me suis rendu compte, même au bout de quelques jours, je me suis rendu compte que j'avais un peu la sensation au niveau des jambes et des pieds. Donc il y a des choses qui revenaient, donc ça m'a donné espoir et depuis, j'ai plus perdu espoir. Donc j'espère pas forcément remarcher un jour, mais en tout cas je lâcherai jamais quoi. Ah si, il faut espérer. Tout est possible, mais tout est possible. Elle le dit ici, donc il faut espérer. Alors moi, ce qui m'a interpellée en fait dans ton histoire, c'est ton parcours. Tu as eu beaucoup de difficultés. Entre autres, nous on va parler des auxiliaires de vie, parce que tu as combien d'auxiliaires de vie? Alors là actuellement j'en ai 2 sur la journée qui se relaient. Et ensuite le matin j'en ai une chaque matin, une différente en fait. C'est une association. D'accord. Et alors ça n'a pas été facile au début avec les auxiliaires de vie? Par moments c'est toujours pas facile. Ouais. Il y a toujours des moments en fait où il y a des mots, où il y a des incompréhensions, des incompétences essentiellement. Donc c'est toujours le cas en fait. Mais c'est vrai qu'au tout début c'était très très compliqué parce que quand on rentre dans le handicap, moi j'étais valide avant, j'étais comme tout le monde, donc on ne sait rien du tout de handicap et on se retrouve là-dedans projeté et on découvre plein d'anomalies, plein de choses désagréables. Alors moi ça a commencé par les infirmières où c'était très compliqué, où j'étais maltraitée. Et ensuite ça a été effectivement à domicile les auxiliaires de vie qui étaient pas toujours compétentes et pas toujours ouvertes d'esprit. Je suppose que tu as dû t'imposer, donc en fait ton parcours donc depuis toutes ces années a fait que tu as eu envie d'écrire, de raconter ton histoire. Pas vraiment. Non ? Ça s'est pas tout à fait passé comme ça, c'est que moi ça m'était égal d'écrire et j'avais pas forcément un besoin de l'exprimer. Je râlais dans mon coin et vraiment je trouvais des choses aberrantes et je me battais toute seule dans mon coin. Et en fait j'ai été en clinique de réadaptation pendant un mois et on nous obligeait à aller voir un psychologue en fait, pendant ce mois-là. Et j'ai beaucoup sympathisé avec la psychologue. Et du coup, en fait, je lui ai raconté mon histoire parce qu'elle connaissait rien du handicap. Elle m'a dit, il faut vraiment que vous l'écriviez, quoi. Et donc, au début, je dis oui, je sais pas qui ça va intéresser, en fait. Et puis finalement, quand j'en ai parlé autour de moi, tout le monde m'a dit, mais oui, mais il faut vraiment que tu en parles parce que personne ne sait ce qui se passe, en fait. Donc, du coup, il faut vraiment que tu en parles. Et là, j'ai commencé à écrire. Et voilà. Tout à fait, parce que moi, en fait, en tant qu'auxiliaire de vie, en ayant créé cette chaîne, je me suis aperçue qu'effectivement, on ne connaît pas le handicap. On ne sait pas combien... Il y a énormément de personnes handicapées. Il y a énormément de malaise autour de l'handicap. Et toi, tu as dû le rencontrer, comme tu l'as dit, chez toi, à domicile, parce que tu es chez toi. Maintenant, tu es chez toi, ouais, d'accord. Et c'est donc ton quotidien, par exemple? Alors moi je suis quand même assez autonome parce que j'ai envie de l'être. J'aime pas trop avoir quelqu'un chez moi, donc je pense que c'est tout le monde, hein, mais moi particulièrement. Mais le quotidien, avec les auxiliaires de vie, oui. Le quotidien, le matin, elles viennent me faire la toilette, m'aider à me lever. Ça c'est compliqué. Donc c'est de l'aide et ensuite j'ai une autre personne qui vient sur la journée, elle a la journée avec moi et puis en principe je les laisse en autonomie, c'est-à-dire que moi je travaille, j'ai un travail. Qu'est-ce que tu fais exactement comme travail? En fait, j'en ai 2. Je suis naturopathe et assistante freelance. Elle le dit, rien n'est impossible. Oui, et surtout, je dis que je suis hyper active. Donc, du coup, oui, j'ai deux jobs, enfin, au moins. Après, j'ai d'autres activités, mais j'ai 2 jobs. Et donc, du coup, je les laisse un petit peu en autonomie parce que j'ai besoin, moi, d'avancer, quoi. Donc, voilà, il faut ce qu'il y a à faire dans une maison, en fait, hein, les choses de la vie quotidienne. Alors, maintenant, ça se passe bien parce qu'effectivement, j'ai des filles super compétentes et que maintenant, j'ai su m'entourer. Mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est-à-dire qu'il y a encore des filles, quand j'ai des remplacements, où je suis obligée de passer la journée avec elles, en fait. Où la moindre chose, en fait, est compliquée. Je leur demande de faire un truc, elles ne savent pas faire. Mais des choses très très simples, hein, vider une poubelle. Donc ouais, c'est encore un petit peu compliqué, vraiment. Ouais, c'est sûr qu'avec toutes ces années, maintenant, tu sais ce que tu veux, ce que tu veux pas. Donc, tu vas vite fait à l'essentiel. Et c'est vrai qu'en tant qu'auxiliaire de vie dans les associations, sur ma dernière vidéo, j'en parle, il y a beaucoup de manque d'auxiliaires de vie. Donc, il y a des personnes qui sont pas aptes à faire ce métier et qui viennent faire ce métier. Tout à fait. Le problème, en fait,
on met dans ce métier, quand on va au Pôle emploi et qu'on dit j'ai pas de qualification, je sais rien faire et j'ai pas de travail, on dit mais fais auxiliaire de vie parce qu'ils cherchent. En fait, ça se passe pas comme ça demande vraiment des compétences et des qualités surtout personnelles. Et ça, en fait, on le dit jamais, on met pas du tout en valeur les auxiliaires de vie. D'ailleurs, elles sont mal payées pour ce qu'elles font, je trouve. Et non, voilà, mais je le dis. Et moi, maintenant, j'embauche un petit peu en CESU, j'essaie de... Après, c'est la MDPH qui paye, donc j'essaie d'augmenter comme je peux, mais je trouve qu'elles sont mal payées pour ce qu'elles font. Il y en a, elles sont trop payées pour ce qu'elles font, mais en règle générale, voilà, une bonne auxiliaire de vie, je trouve que c'est pas mis en valeur en fait. On n'a pas, on met pas en valeur ce côté qualité de la personnalité en fait, parce que. Et puis je pense qu'il faut le côté humain c'est très important. C'est la base en fait, aimer les gens en fait, aimer les gens, avoir du bon sens. Ça, le bon sens aussi, c'est compliqué chez certains. Il y a des gens qui comprennent pas. L'autre jour, c'est ce que je te dis, c'est que j'ai voulu lui demander parce qu'elle me change la poubelle, elle a bugué. Elle est restée devant la poubelle, elle m'a dit mais qu'est-ce que je mets le sac sur l'autre. J'ai dit non, il faut enlever le premier. Et moi j'ai bugué, je me suis dit je sais pas comment lui expliquer simplement en fait qu'il faut changer la poubelle quoi. Donc voilà, ça paraît dingue en fait, mais il y a des personnes qui sont pas faites pour ça parce qu'elles ont pas de bon sens, qu'elles ont pas l'humain. Je sais pas ce qu'elles font chez elles non plus parce qu'en vrai c'est qu'est-ce qu'on ferait chez soi sans rentrer non plus dans l'ingérence. Faire attention à ça parce qu'il y a des gens qui nous donnent des conseils. Enfin, les conseils, moi je les prends, mais après c'est quelqu'un qui va faire de l'ingérence en me disant il faut pas que tu fasses comme ça, il faut que tu fasses comme ça. On est quand même chez nous, moi j'ai toute ma tête. Exactement, chez toi, c'est tout à voilà. fait ça. Moi j'ai toute ma tête, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont pas aptes effectivement à prendre des décisions pour leur santé, pour leur bien-être. Mais moi c'est mon cas, donc j'ai toute ma tête, donc ça me dérange quand on commence à me dire fais pas comme ça, attends tu fais comme ça, ou pour faire à manger. Après qu'on me donne des conseils, je suis toujours demandeuse. mais par contre, il y a des gens qui font vraiment de l'ingérence. Ouais. Ok, merci Isabelle. Alors maintenant, j'aimerais que tu me parles un petit peu comment est né ce livre en fait. Parce qu'il me semble que ça a démarré une pub, en fait, tu l'as écrit il y a quelques années, et puis tu as mis une pub sur Facebook, c'est ça? Tu as parlé du livre sur Facebook? Même pas. En fait, il se trouve que je l'ai écrit en 2011 et il est sorti en 2014 en auto-édition. J'ai même pas cherché une maison d'édition en fait, c'était trop compliqué. Je me suis dit bon, je l'auto-édite et puis je le vendais, je faisais de la pub sur Facebook. Et en fait, c'était l'année dernière, c'était les 15 ans de mon accident en fait. Et normalement aux États-Unis, ils font un live day, c'est-à-dire le jour anniversaire en fait de l'accident, le jour où on revit en fait un petit peu. Je suis pas trop d'accord avec ça, mais bon. Là, et je le fêtais jamais. Du coup, je disais, j'ai pas envie de fêter ce jour. Et là, c'était mes 15 ans. Et je me suis dit, c'est bien peut-être de faire une rétrospective sur Facebook et d'expliquer aux gens où j'en suis aujourd'hui, par où je suis passée, et de dire, voilà, il y a 15 ans, c'était vraiment dramatique. On était dans un bordel, voilà, c'était mal parti. Et là aujourd'hui, voilà tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai accompli, où j'en suis, et je continue d'accomplir des choses finalement. Et donc je me suis dit, ce serait bien de le partager. Donc je l'ai partagé. Et en fait, il y a un éditeur qui a dit, mais t'écris super bien, tu devrais écrire un livre. Je dis, je l'ai déjà écrit en fait. Et donc du coup voilà, et j'ai été édité comme ça. Et alors, tu dis, ne laissez jamais personne vous dire que c'est impossible. Pourquoi tu sors cette phrase au devant du dire sur la Alors ça, parce qu'en fait, au départ, quand j'ai eu mon accident, tout le monde m'a dit, les médecins essentiellement, tout le monde m'a dit, mais de toute façon, dans un an, si t'as rien récupéré, c'est foutu. Tu récupéreras jamais rien, etc. Là, on en est à plus de 15 ans, du coup, maintenant, et je suis encore en train de faire des progrès. Donc du coup, c'est vraiment pour dire aux gens, n'écoutez pas forcément les médecins, quoi. Des fois, ils disent des bêtises, mais des fois, ils disent des vérités, mais des fois, ils disent des bêtises. Je pense que tout vient aussi de la volonté qu'on a, quoi. La niaque, si on a envie d'avancer ou pas, et je pense ça, le côté positif de la vie, non? Oui, alors ça c'est 70% du travail, mais il y a quand même un côté physiologique où je bouge mes bras, où il y a beaucoup de choses que je bouge. Effectivement, si je ne m'étais pas bougé, je serais restée comme j'étais, mais il y a quand même un côté physiologique où quand c'est sectionné, c'est sectionné. Là, moi, là, il n'y a pas de... Voilà. Donc les gens qui disent oui, tu bouges pas assez, c'est pour ça que tu récupères pas, attention à ce que vous dites aux gens, ça peut blesser, quoi. Il y a des gens qui se donnent à fond autant que moi et qui pour autant récupéreront pas parce que physiologiquement c'est impossible là pour le coup. À moins qu'il y ait une opération, je pense qu'il y aura. C'est pour ça que je dis rien n'est impossible parce que peut-être qu'un jour il y aura des opérations. Donc il faut continuer à travailler et à se battre. Mais après effectivement il y a 70% de niaque et de rage, j'ai envie de dire. C'est plus que de la niaque à mon niveau, c'est de la rage en fait. Donc, c'est de ça que tu parles dans le livre en fait. Hein, tu le conseilles à qui cette lecture en particulier? À quel style de lecteur? Monsieur ou madame tout le monde, ou alors tu veux toucher aussi d'autres personnes qui ne connaissent pas le handicap? Moi, je veux toucher tout le monde parce que je pense que ça peut aider les familles. En premier, c'était pour les familles des handicapés qui connaissaient rien, qui se retrouvaient là-dedans et que ça rassure un petit peu de dire moi j'ai vécu la même chose ou effectivement on m'a dit que c'était foutu et peut-être que pas, on va continuer à se battre et ça aide aussi à mieux parler à la personne handicapée parce que l'entourage souvent ils sont maladroits.
parce qu'ils savent pas, en fait, comment on appelle ça, on ne sait pas en fait, c'est l'ignorance en fait. Donc du coup il y a ça, au départ c'était pour ces personnes-là, et aujourd'hui ce serait pour tout le monde, c'est pour les soignants, parce que les soignants ils voient ça de l'extérieur, mais ils voient pas de l'intérieur, ils voient pas ce que nous on ressent, donc ils sont souvent maltraitants malgré eux, c'est-à-dire qu'ils sont persuadés de ne pas l'être, mais en vrai ils le sont parce qu'ils savent pas faire avec un handicapé simplement. Ils infantilisent aussi parfois, beaucoup non? Ben ça c'est ce dont j'avais le plus peur, et finalement c'est pas le pire, hein. C'est vraiment la maltraitance, les paroles. Les paroles, fait par l'enfant. Des paroles qu'on peut pas accepter quand on est handicapé. En fait, on fait pas exprès d'être handicapé. Surtout de nous faire sentir boulets. Ça, c'est le plus fréquent de la part des infirmières, en fait, de nous faire sentir des boulets, en fait. Déjà, on le ressent, c'est pas la peine d'en rajouter. Et donc, c'est pour ces personnes, tous les soignants, en fait, qui voient un petit peu de l'intérieur comment on le ressent, parce que c'est pas évident de se mettre à notre place. Et après, pour monsieur tout le monde, quand on nous croise dans la rue, peut-être nous voir comme des êtres humains et pas juste des chariots, quoi. Écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, Isabelle? Un autre message à passer? Non, c'est déjà pas mal. C'est pas mal, hein. Tout est dit dans mon livre, je pense que j'en dis pas mal. Alors moi, je vous conseille d'aller acheter ce livre. Ne laissez jamais personne vous dire que c'est impossible. Donc on peut le trouver à la FNAC? Maintenant, on peut le trouver à la FNAC, ouais. D'accord. Et sinon, est-ce qu'on peut te le commander direct? Pas à moi, mais on peut le commander à la maison d'édition directement. Je te donnerai le lien. Donc on vous mettra les liens à la fin de cette vidéo. Voilà, si vous le commandez, ça peut être aussi un joli cadeau. Hein, et je pense qu'on apprend beaucoup. Rien que la couverture donne envie de lire ce livre. Alors moi, j'ai quelque chose à dire. Isabelle, elle est formidable, elle est rayonnante, elle a la joie de vivre. Ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment une bonne image, une autre image qu'on peut avoir parfois des personnes handicapées. Hein. Ce ne sont pas seulement des personnes sur un fauteuil roulant. Ce sont des personnes qui ont un cœur, qui sont humains, comme vous et moi, sauf que parfois, ils ne marchent pas. Ils font autre chose. Hein. Bon, je vous dis sur ce, à bientôt. Gardez le sourire, la joie, la bonne humeur et la pêche et les couleurs. À bientôt.